Le 26 janvier dernier, 12 agriculteurs de toute la France ont répondu à l'invitation de Cultivar pour rencontrer Yara, acteur majeur du secteur des fertilisants. L'objectif est clair, permettre à chacun de poser ses questions sans détour, dans un contexte où les aléas du marché des engrais suscitent de vives réactions dans les plaines françaises. Cultivar a souhaité créer les conditions d'un échange constructif. Retour en images sur les points clés du débat. Donc au cours du débat, un des agriculteurs nous a expliqué que pour acheter ses engrais, il s'arbitrait en regardant le cours des céréales. D'après lui, si les céréales montent, l'engrais montera. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le bon indicateur pour acheter de l'engrais? Je ne sais pas si on peut parler d'un bon indicateur pour acheter l'engrais, mais il est vrai qu'une corrélation existe entre le prix des céréales et le prix de l'azote au niveau mondial. Tout simplement parce que lorsque le prix des céréales augmente, c'est lié à un besoin de production. Et lorsque ce besoin de production existe, on a aussi besoin d'azote. D'où cette corrélation. De nombreux agriculteurs aussi ont exprimé finalement le sentiment d'être complètement à la merci des fabricants d'engrais et en particulier de Yara, dont ils redoutent une position monopolistique, d'après ce sont leurs termes. Qu'est-ce qu'il en est dans les faits ? Je pense que le marché des engrais a changé énormément durant ces dernières années. Je pense que ce marché n'est plus le même et qu'une lecture nationale de ce marché n'est plus possible. Le marché des engrais, c'est un marché international et aujourd'hui, la France représente moins de 2% des besoins si on parle d'azote. On est donc contraint à une lecture internationale en ce qui concerne le prix des engrais. Je pense qu'une lecture nationale est difficile aujourd'hui. Et la position de Yara, quelles sont vos positions au niveau mondial et au niveau français pour replacer les chiffres? Donc Yara représente 7% de la production mondiale d'engrais, c'est à peu près un peu plus de 20 millions de tonnes. Et avec 7%, nous sommes en fait les premiers producteurs. Et je pense que ce chiffre illustre le caractère atomisé du marché, le marché de l'azote et des engrais en général. C'est un marché sur lequel on a beaucoup d'intervenants. Les agriculteurs ont à juste titre expliqué qu'ils ont besoin de visibilité pour gérer leurs exploitations et certains rêvent d'un marché à terme sur les engrais. Est-ce qu'on peut l'envisager? Alors la question a été posée beaucoup suite bien sûr aux événements de 2008 et 2009 pendant lesquels le prix a énormément bougé et on a vu des variations très importantes. Cette question s'est posée et je comprends effectivement que ce soit un véritable sujet pour les producteurs qui ont la possibilité de s'arbitrer sur des marchés à terme de céréales. Dans le cas des engrais, et c'est la grande différence, le marché est beaucoup moins liquide et c'est aujourd'hui la raison pour laquelle, faute de liquidité sur ce marché, un marché à terme n'est pas praticable. De façon très pragmatique, certains agriculteurs nous ont fait part de leurs difficultés actuellement à prendre les bonnes décisions en engrais. En quelques mots, aujourd'hui, comment acheter intelligemment de l'engrais sur un marché aussi volatile ? Je pense que la base reste d'éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier, dans le sens où acheter l'intégralité sur une seule période et d'un seul coup peut être extrêmement risqué compte tenu de la volatilité. Donc je dirais que la méthode du saucisson finalement est peut-être la bonne méthode, c'est-à-dire essayer de découper ces périodes d'achat sur plusieurs périodes dans l'année. Ça peut être des positionnements en morte saison type juin, juillet, août, puis ensuite un retour aux achats sur le dernier trimestre et puis un arbitrage final sur la période d'application. Tout d'abord, l'invitation à cette rencontre m'a au départ un petit peu surpris puisque on n'a pas l'habitude en tant qu'agriculteur d'avoir des relations directes avec des fabricants d'engrais. On a plutôt l'image d'un marché un petit peu occulte, avec peu de visibilité. Donc cette rencontre m'intéressait au plus haut point. J'étais venu quand même avec une idée préconçue, c'est mettre en évidence les pouvoirs occultes de Yara dans la manipulation des marchés de l'azote. Voilà. Et j'ai pas été déçu puisque j'ai réussi à poser ma question. Et après cet après-midi, je sors de là un petit peu interrogatif puisqu'ils subissent le marché de l'azote comme nous subissons le marché des engrais. Et ça, c'est une grosse découverte.
Voilà. Donc maintenant on est sur un marché qui n'est pas encore aussi fluide, me semble-t-il, que le marché des céréales par exemple, parce qu'il n'y a pas encore de vrai marché à terme. J'ai pas senti chez Yara une volonté spécifique de mettre en place ce genre de marché parce qu'ils sont un acteur parmi d'autres. Mais en tout cas, il y a une ouverture semble-t-il, sur ce sujet. Non seulement ça a répondu à mes attentes, mais j'ai eu beaucoup d'éclairage sur des sujets que je méconnaissais complètement. Notamment la force de frappe de Yara sur la planète et notre pays, France. J'imaginais que Yara était plus un monopole, beaucoup plus important, quoique avec 7% d'impact sur la planète, c'est déjà énorme. J'ai aimé le dialogue parce qu'il était franc, sincère, aussi bien de la part des fabricants que des utilisateurs que nous sommes. Les uns et les autres, on était producteurs de matières premières et quelque part, on était complémentaires. En particulier, bon, nous avons beaucoup discuté sur l'aspect mondialisation du marché de l'engrais et comment ça peut impacter nos prix d'achat, nous, dans nos fermes. Et la façon dont ça fonctionnait, c'est-à-dire un marché financiarisé finalement, où ni le producteur de céréales, ni le producteur d'engrais n'a d'influence, puisque tous les deux finalement on est dans le même bateau, l'un cherchant à produire de l'engrais au moindre coût et nous à l'acheter au moindre coût. Mais finalement c'est le jeu mondial de l'offre et la demande qui détermine le prix final pour chacun. Cet échange a tout à fait dépassé même mes attentes, je dirais, parce qu'on est venu ici avec un a priori très négatif par rapport aux représentants Yara, que l'on voyait les grands méchants qui nous dictaient leurs lois sur le prix notamment, et j'ai découvert à travers ces gens-là ce métier assez complexe d'approvisionnement, de distribution, et j'ai découvert pas mal de choses, effectivement. Oui, en particulier, c'est l'approvisionnement. On est sur un marché mondial, et donc Yara nous a dit, répété sans cesse que nos prix étaient calqués, basés sur les coûts mondiaux de leur approvisionnement. Et on n'a pas parlé de marge, on ne leur a pas demandé, mais sûrement qu'il y a une marge chez Yara aussi. Voilà. Mais j'ai été surpris de la carte géographique mondiale qu'ils nous ont donnée sur leur approvisionnement, leur distribution.